canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On va parler d'un cinéaste très très peu connu, un peu perdu comme ça dans les nimbes du cinéma, c'est monsieur Quentin Tarantino. C'était une vanne pourrie, je l'avoue, mais je veux dire, s'il y a bien un cinéaste aujourd'hui, on ne dit juste le prénom, Quentin. Oui. Tout de suite, on va l'associer à Tarantino et je poserai une question d'ailleurs dans ce sens. En tout cas, c'est un peu le bazar organisé cette émission. Ne vous inquiétez pas, mon cher invité, tout va bien se passer. Allez-y, vous allez commencer à. Il y a Quentin Dupieux quand même. Ben oui, Quentin Dupieux. Allez, voilà. Moins implanté, mais il y a Quentin Dupieux. Écoutez, je pense que c'est l'une des plus mauvaises introductions d'une émission de YouTube depuis la nuit des temps, et j'en suis conscient. Guillaume Labrude a écrit un livre, un roman même. On a l'impression que c'est une espèce de road movie comme ça sur les terres tarantiniennes, mais aussi, enfin, c'est plutôt Tarantino qui de temps en temps s'invite sur les terres de Guillaume Labrude. Et ce bouquin, c'est Quentin Tarantino, l'œuvre de Quentin Tarantino, du cinéphile au cinéaste. C'est édité chez les très bons Feur d'édition, et je remercie d'ailleurs l'attaché de presse et toute l'équipe de Feur de m'avoir aidé à concevoir cette émission. Guillaume a accepté de venir pour parler de ce livre. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien, ça va très bien. Bon, alors, première question très simple. Très très simple. Vous en parlez dans le livre, bien évidemment, dès le début, mais pour celles et ceux... Alors, sachez que dans le descriptif de cette vidéo, il y a un petit lien qui renvoie directement à la page pour vous procurer le livre. Mais la première question, très simple, quand est-ce que vous avez rencontré le cinéma de Tarantino? À quelle occasion? Est-ce que vous vous en êtes remis? Est-ce que c'était une évidence? Dites-moi tout. Bah oui, effectivement, j'en parle. Je crois que j'en parle même carrément dans l'avant-propos du. Dès le début. C'était. Alors, c'était sans le savoir. C'était mon grand frère et ma grande sœur qui s'échangeaient des CD. On était en plein dans les années 90 et il y avait un CD qui traînait. C'était c'était le score de Pulp Fiction. Et je me souviens toujours de la fameuse jaquette de Pulp Fiction avec Uma Thurman qui est en train de lire justement un pulp avec une cigarette dans la bouche, qui est l'affiche absolument culte maintenant du second film officiel de Tarantino. Et surtout, entre-temps, moi, je connaissais Uma Thurman parce que quand j'étais gamin, j'étais fan de Batman. Je regardais sur France 3 le dessin animé de Paul Dini et de Bruce Timm. Et j'avais vu Batman et Robin, ce fameux film avec Arnold Schwarzenegger, entre autres. Très grand. Bigarré, vous dites un film bigarré dans le bouquin. Et c'est un film que j'apprécie, je pense que c'est un film qui se réévalue avec le temps d'ailleurs. Bah bref, c'est pas le sujet. Et j'avais été happé par Uma Thurman dans le film qui jouait Poison Ivy. Et c'était au début des années 2000, on va au cinéma avec mon frère parce qu'il commençait déjà à me traîner de cinéma en cinéma pour regarder des films, pour me proposer des films que j'irais pas forcément voir. Et il y avait un petit fascicule avec l'affiche de Kill Bill, avec un petit bientôt dans les salles, le nouveau Quentin Tarantino. C'était quoi? C'était 7 ans après Jackie Brown. Et je m'étais dit, ah, mais c'est Uma Thurman qui joue Poison Ivy, mais c'est quoi Quentin Tarantino? Qu'est-ce qui se passe, machin? Et puis, il y avait eu toutes les campagnes promotionnelles, notamment avec le Festival de Cannes en 2004 où il était président. On retraçait un peu sa filmo en montrant des extraits. Et un truc qui semble être un détail, mais je pense que c'est très important, c'est qu'il y avait les signalétiques pour dire à quel public s'adressait tel ou tel film. Et Kill Bill, il y avait marqué moins de 16. Alors moi, j'en avais 13 ou 14 à l'époque. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe dans ce film pour que je n'ai pas le droit de le voir? Fatalement, j'ai envie de le voir. Et du coup, je me suis renseigné sur le film, j'allais au CDI du collège, sur Internet, parce qu'on n'avait pas encore Internet chez mes parents à l'époque. Et j'avais appréhendé plein de trucs du film.
Et j'ai vu le film. Et en fait, j'avais plus de questions que de réponses en voyant le film parce que je me disais, mais pourquoi elle a un costume jaune? Pourquoi Lucy Liu porte un kimono blanc dans cette scène? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des références à d'autres films qu'il fallait potentiellement que je voie. Et en découvrant Tarantino, j'ai un peu découvert le cinéma, notamment le cinéma hongkongais, cinéma du nouvel Hollywood. Et, euh, et rencontrer Tarantino, c'était rencontrer le cinéma pour moi. Et je pense que ça l'a été aussi pour un certain nombre de personnes. Il y a des films que je n'aurais jamais été voir si je m'étais pas intéressé à Tarantino. En fait, Tarantino est devenu finalement une espèce de premier, non pas le premier, parce que vos premiers passeurs, si j'ai bien lu, sont vos parents et Ouais. vos frères et sœurs, mais Tarantino a été un cinéaste passeur pour vous. Ah oui, bah clairement, ça a été le cinéaste passeur qui et je pense que c'est quelque chose qu'il aime. C'est quelque chose qui est qui va faire naturellement dans ses films, mais quand il se rend compte que ça amène certaines personnes à s'intéresser à tel ou tel type de cinéma, je pense que ça doit être pour lui une grande fierté. Et ben, c'est dans le documentaire Tarantino surcoté de In the Victor Panda? Bonnefoy, ouais, In the Mhm. Panda, où il me semble que c'est Clara Kane euh, qui dit à un moment donné, il y a eu un grand engouement pour le cinéma asiatique dans les années 2000-2010, et Tarantino, il n'est pas étranger. Tarantino, il a tellement puisé dans ce cinéma qu'il l'a quand même mis sur le devant de la scène occidentale. Et tout simplement, Bong Joon-ho, quand il obtient la Palme d'Or pour Parasite, Parasite. clairement, il le dit, il dit merci Quentin Tarantino. Merci Quentin Tarantino de m'avoir inspiré, mais aussi d'avoir plus ou moins relancé, entre gros guillemets, le cinéma asiatique en Occident, vraiment à l'orée des années 2000, où il a tellement rabâché que le cinéma asiatique était extrêmement riche, et il est extrêmement riche, qu'il a permis un pont, et je pense que son rôle de passeur est presque aussi important, voire peut-être même plus important, peut-être pas quand même, j'en sais rien, mais que son rôle de cinéaste, parce que regarder un film de Mhm. Tarantino, c'est regarder 50, 100, 150 autres films en fait. Alors ça, on va en parler de ça parce que vous en parlez beaucoup dans le livre. Mais juste une chose concernant effectivement le côté passeur de Tarantino par rapport au cinéma d'Asie, et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je crois savoir que dès les années 80, il y avait déjà eu des journalistes et critiques de cinéma français, pour le coup. Je pense au Cahier du cinéma, qui déjà avaient fait un gros travail de retour comme ça sur une cinématographie qui était extrêmement méconnue malheureusement et qui ont participé à quelque chose. Et puis les années 90, ça a été réellement l'explosion des cinémas d'Asie. Il y a eu des films issus de Hong Kong avant la rétrocession, puis ensuite après. Puis il y a aussi les Lucia Haussienne, les films chinois, enfin tout ça, les films qui sont arrivés. Mais je dis pas que Tarantino n'est pas, enfin il est effectivement, mais il y avait quelque chose, je pense, avant aussi Bah, qui s'était orchestré. Tarantino est un féru de critique cinématographique, d'analyse Oui. cinématographique, donc que les textes des cahiers du cinéma lui soient passés entre les mains, c'est aussi ce qui a Mm. nourri son imaginaire, nourri ses références. Il était très très fan de la regrettée Pauline Kael, bon, qui pour le coup Mm. est américaine, mais qui avait aussi une vision sur le cinéma mondial. Donc ça y a participé. Et puis les années 80, on avait les fameux actionneurs hongkongais, qui, les premiers John Woo, des films qui sont devenus extrêmement importants par la suite. En France, on a eu, il me semble, HK Vidéo de Christophe Oui, Dance, qui très a, qui a important. amené aussi beaucoup de cinéma asiatique en France. Et je suis très content qu'on le cite, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme qui fait venir John Woo et Choi Hark aux États-Unis pour faire des prods américaines avec Chasse à l'homme pour John Woo. Et c'était quoi? C'était
Double Impact, double team avec Choi Ark et ensuite Piège à Hong Kong, donc Knock Off, euh, des films qui sont pas non plus restés dans les mémoires, même si j'ai beaucoup d'affection pour Chasse à l'homme, qui est pour moi un des meilleurs Van Damme et un des meilleurs John Woo. Mais il y a aussi, le Belge émigré aux États-Unis qui fait émigrer deux pointures de la nouvelle vague hongkongaise. Donc il y a, au niveau du cinéma asiatique, on va dire que les planètes se sont quand même bien alignées à un moment donné, fin 80, début 90. Il y a eu plusieurs acteurs qui y ont participé. Tarantino y a participé, même si début 90, bon, il a Reservoir Dogs, il a ensuite Pulp Fiction, mais il n'est pas non plus au firmament de sa renommée. Mais il y a participé en acteur un petit peu dans les coulisses, je pense. Alors, il y a quelque chose que vous écrivez dès le début, c'est page 10. Il y a une phrase qui m'a perturbé. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle avec Guillaume Labrude. Alors, vous écrivez en 2019, seul dans une salle au petit matin, j'ai découvert Once Upon a Time in Hollywood. Vous avez une manière d'écrire, on a cette impression qu'on est avec vous dans la maison. Et vous nous avez offert un petit café et c'est très important de le préciser ça. Vous avez un style extrêmement vivant et très familier. Vous êtes très dans la subjectivité, mais il y a une capacité comme ça à nous faire rentrer dans votre maison cinéma et je trouve ça particulièrement intéressant en tout cas. Mais bon, à l'image effectivement de Tarantino, mais quand même je trouve ça assez intéressant. Alors vous écrivez donc en 2019, seul dans une salle au petit matin, j'ai découvert Once Upon a Time in Hollywood. Passé le choc du premier visionnage, avec l'envie d'en parler à tout le monde, je retournais le voir le lendemain. Au sortir de cette seconde séance, ma décision était prise. La fin de mon doctorat consacré à Batman approchant, Tarantino deviendrait mon prochain sujet d'étude. Le cycle arrivait à son terme, étant grâce à lui devenu cinéphage et avide de culture populaire. Lui dédier une analyse était le meilleur moyen de boucler la boucle et qui sait, entrer enfin dans l'âge adulte. L'âge adulte. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je vous pose la question. Alors, comme vous l'écrivez à un moment dans le bouquin, pourquoi? Alors, pourquoi l'âge adulte? Ça, j'ai pas compris ça, par contre. Est-ce que l'âge adulte, c'est pas le moment où on digère, toutes les connaissances? Enfin, je parle d'un point de vue culturel, hein, où on digère tout ce qu'on a emmagasiné et que finalement, on va avoir des chemins plus ou moins tracés vers ce qu'on aime, ou alors des chemins très cinéphiles, de se dire j'aime les films. Quel que soit le film, j'aime les films, donc je serai toujours partant pour en regarder un. J'aime beaucoup la définition de Karim Debache de ce que c'est qu'un cinéphile. Les personnes lambda, entre guillemets, c'est des gens qui aiment les films qu'ils aiment. Un fan de films d'action va regarder avec des films d'action, un fan de comédie romantique va regarder avec des comédies romantiques. Et un cinéphile, c'est quelqu'un qui aime les films tout court. C'est-à-dire qu'on lui propose de regarder True Romance de Tony Scott ou alors, je sais pas, Black Swan d'Aronofsky ou Les Bronzés font du ski. Il sera toujours partant parce qu'il va regarder un film, il va le découvrir, il va l'aimer, il va pas l'aimer. Il aura des choses à redire dessus, mais ça c'est quelque chose qui est très important dans la cinéphilie et qui aussi m'amène à une grande chose que je pense sur la cinéphilie, et je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, c'est que je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire du tout entre les films, et je pense pas que la personne dont le film préféré est Taxi 3 soit plus bête ou plus inculte que la personne qui idolâtre l'aurore de Murnau. Je pense qu'on a chacun nos affects sur des films et que, en fait, l'âge adulte, c'est de les accepter, c'est de dire, ok, moi, mon film préféré, c'est Citizen Kane, c'est Transformers, c'est Les Ch'tis, c'est je sais pas, Kaboom. Je pense qu'il y a pas de hiérarchie à faire. C'est quelque chose qui est aussi pour faire le lien du coup avec Tarantino, c'est aussi quelque chose qui lui a été reproché dans le bouquin que je cite, pas forcément de façon très sympathique,
de Célia Sauvage qui s'appelle le titre m'échappe du coup. Critiquer Tarantino est-il... attends, je vais le retrouver dans la foulée. Voilà, je vais le retrouver aussi. Oui, c'est critiquer Quentin Tarantino est-il raisonnable et c'est édité chez Paris Vrin, c'est Célia Sauvage. Voilà. Voilà, et il y a une phrase qui moi m'a un peu choqué, c'est à un moment donné, elle lui reproche de véhiculer l'idée qu'un film de série B serait aussi acceptable en termes cinématographiques, en termes culturels, que un grand film adoubé par la critique et le public. En gros, elle lui reproche de dire que Mad Max c'est aussi bien que Citizen Kane ou Ben-Hur ou autant en emporte le vent, mais autant en emporte le vent, je pense que depuis quelque temps, on a quand même conscience que c'est pas vraiment. Alors non, mais attendez, vous allez rigoler. Je me permets une digression. Quand j'étais à la fac de cinéma, donc c'était il y a longtemps, les années 90. Je me souviens très bien d'un prof de cinéma qui nous disait, qui demandait donc. Premier jour de cours, et donc nous sommes des cinéphiles. Et il nous demandait qui parmi vous a vu et aimé Citizen Kane. On lève les doigts. Qui parmi vous a vu et apprécié Autant n'emporte le vent? D'autres lèvent le doigt. Et il dit, voilà, il y a les cinéphiles qui aiment Citizen Kane, il y a les cinéphiles qui aiment Autant n'emporte le vent. Moi, je vais vous faire des cours de cinéma vers plutôt Citizen Kane. Donc c'était pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à Autant n'emporte le vent. Donc ça date depuis un certain temps, Autant n'emporte le vent. C'est pas depuis quelques années avec le côté. Bon bref. Donc pardonnez-moi, excusez-moi, allez-y, je vous en prie. Non, il y a pas de souci. Non, j'avais terminé. Parler de Tarantino, on peut pas ne pas faire des digressions sur l'histoire du cinéma si on parle de Tarantino. C'est obligatoire. En plus, tout à l'heure, quand vous m'avez dit, on a l'impression d'être chez vous et vous nous servez le café. La première image que j'ai eue dans la tête, c'est Tarantino avec son peignoir dans Pulp Fiction, qui dit des trucs affreusement racistes en plus et qui explique pourquoi son café est bon, parce que c'est lui qui le choisit et pas son épouse. Donc forcément, il y a plein d'images. Quand on parle de Tarantino, il y a beaucoup d'images qui pop dans la tête. Bon, on va essayer quand même d'essayer de parler plus. Enfin, on peut pas tout dire du livre, mais on va essayer comme ça de rebondir sur certains aspects, certaines pistes que vous proposez. Alors déjà, bien évidemment, la structure du livre. Il y a 7 chapitres. Je vais quand même les dire parce que c'est important. Il y a Il était une fois au Vidéo Club. Ensuite, Les Affranchis de Los Angeles. Ensuite, Elle cause pas, elle flingue. C'est un clin d'œil à un grand film. Je crois que c'est Audiard celui-là ou c'est Lautner. C'est Audiard, je pense. Elle cause il pas. me semble que c'est Audiard, ouais. C'est Audiard, oui. Que Lautner avait fait aussi un truc. C'est avec Annie Girardot. C'est avec Annie Girardot, ouais. 4e chapitre, film d'époque et fuite vers l'Ouest. 5e chapitre, Le boucher Tarantino, du sang sur la pellicule. 6e chapitre, Tarantino au féminin. Et le 7e chapitre, jeu des citations et foire aux théories. Puis ensuite, il y a une conclusion et bien évidemment, bibliographie, etc., etc. D'ailleurs, en parlant de références, les paragraphes thématiques sont titrés chez Sord, c'est un peu une constante dans leurs ouvrages, et ça a été un petit jeu que j'ai fait avec moi-même, et ça a été un petit peu difficile des fois. C'est que chaque titre de paragraphe thématique est un titre de film qui existe. Mais j'allais le dire. Par exemple, Le Boucher, bon, ça, c'est le film de Chabrol, peut-être. Du sang sur la pellicule, il y avait un western qui s'appelait Du sang, pas sur la pellicule, mais c'était du. Alors ça, c'est les titres de chapitres généraux. Du coup, là, c'est vraiment plus sur la thématique, sans vouloir faire de référence, mais c'est vraiment les intertitres à l'intérieur des chapitres. Oui, c'est vrai. Il y a la référence parfois un petit peu modifiée pour caler à Tarantino. Par exemple, un auteur est né, c'est une référence à Une étoile est née. Bon, un peu plus tard, je crois qu'on retrouve A Star is Born quand même. Mais vu qu'ils ont fait 4 fois le film, je pouvais le mettre 4 fois dans le livre. Mais c'est vrai, il y a l'homme à Calimera, tout ça. Il y a un jeu dans le livre, en fait, quelque part. Mais voilà, alors ça me pose, enfin ça m'emmène vers une question qui parle de ça aussi, de cinéma, de la fiction, du réel, tout ça. Est-ce que Tarantino, il n'a pas peur du réel, selon vous?
Je pense qu'il y a une forme de peur du réel ou peut-être plus une forme de volonté de parler du cinéma et de faire un plaidoyer général en faveur du cinéma pour dire très clairement que le cinéma, ou même la fiction, au sens global du terme, euh, peut être de bons secours face à l'ignominie de la réalité. Bon, je pense qu'on pense à certains films comme Inglourious Bastard, Django Unchained, Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood qui en devient hyper mélancolique sur la fin. Moi, c'est un film qui je trouve très drôle dans certaines séquences, mais qui sur la fin, toutes les fois où je l'ai vu, j'ai toujours eu un gros sentiment de mélancolie parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'affaire Sharon Tate, à la D'accord. fois en donnant cours ou même dans le cadre de ma thèse aussi. Et de voir la fin, qui est une fin heureuse, euh, à chaque fois, il y a une petite partie de moi qui dit oui, mais ça s'est pas passé comme ça en vrai. Et la musique en plus, je crois que c'est Maurice Jarre euh, qui, euh, qui a utilisé à ce moment précis. Il y a vraiment quelque chose de très mélancolique. Mais Tarantino est un grand mélancolique. Il y a beaucoup de choses qu'on dit sur Tarantino, que ce soit sur la violence, sur les répliques, sur l'humour. Ça revient souvent. Et je trouve que ce qu'on dit moins souvent, c'est que c'est quand même quelqu'un d'assez mélancolique, d'assez fleur bleue aussi, je trouve. C'est un gros romantique, un grand romantique, je veux dire, pour moi, Tarantino sur certains aspects. Et c'est quelque chose qui est en lien aussi avec la fuite de la réalité et l'envie de se dire non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé selon ma version. Hitler a explosé dans le cinéma Gamard. Django s'est affranchi et a mené une révolution. Et eh bien, Rick Dalton avait un lance-flamme et tout s'est bien terminé. Mais oui, il y a une certaine volonté une peur de la réalité, une peur de la réalité qui de toute façon est couplée au fait de vouloir montrer que le cinéma est plus fort que tout. Je pense que ça va ensemble. Les deux vont ensemble. Il y a une scène incroyable dans Once Upon a Time in Hollywood, qui est un film, je vous le dis de manière assez, c'est vraiment, je suis très sincère, je l'ai vu très souvent et, 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 il me semble extrêmement, comment dire, difficile en fait à cohabiter avec. C'est-à-dire que c'est pas un film que je déteste, comme par exemple, pardonnez-moi, Django Unchained est un film avec lequel j'ai beaucoup de problèmes. Le dernier n'est pas problématique pour moi. Le dernier, il est juste, il y a quelque chose comme ça d'espèce incandescendant, pardon, et pas indécent, mais incandescendant, et quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Je comprends un peu où il veut nous emmener, où il va lui, mais pour moi, ça reste un mystère ce film. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un pur joyeux, un pur chef-d'œuvre et j'ai du mal à, il était plus grand que moi, je ne sais pas. Mais il y a une scène incroyable il y a beaucoup de scènes incroyables, beaucoup de choses qui sont cachées par l'iceberg et qui peut-être remontent progressivement d'année en année et on trouve ça assez incroyable. Il y a une scène où Sharon Tate, enfin, l'actrice qui joue le rôle de Sharon Tate, Margot Robbie arrive dans cette salle de cinéma et elle se regarde dans un film dans lequel elle a joué avec Dean Martin et dans le film, c'est la véritable Sharon Tate. Et en fait, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre la fin. Oui, oui, il y a une forme mais même dans la globalité du film aussi, je pense que c'est un film qui est assez exigeant en termes de connaissances sur l'histoire du cinéma en règle générale. Parce que, par exemple, juste pour comprendre un personnage comme Rick Dalton et pas le voir uniquement comme un infâme petit connard complètement égoïste,
il faut juste avoir conscience de l'âge d'or hollywoodien et du nouvel Hollywood, parce que là, c'est le truc qui arrive à ce moment précis, et lui, il n'est pas du tout dans le nouvel Hollywood. Euh, et, euh, et en fait, juste avoir cette notion permet de mieux comprendre le personnage, tout autant que le personnage de Cliff Booth. Mais c'est un film qui peut aussi s'appréhender sans se prendre la tête, sans avoir besoin d'une encyclopédie du cinéma à côté, mais qui a une sorte de saveur supplémentaire grâce à une certaine connaissance du cinéma, mais ça en fait pas pour autant, je pense, un film élitiste dans le mauvais sens du terme, parce que tout simplement juste voir le personnage de DiCaprio se faire remettre en place par Julia Butters, par une gamine Qui est Jodie Foster, qui aurait pu être Jodie Foster. Qui est Jodie Foster, étant donné que Jodie Foster a joué dans Bonanza Exactement. et dans Gunsmoke, qui ne sont pas des séries étrangères à Tarantino, étant donné que Gunsmoke, le forgeron dans Gunsmoke s'appelle Quint, et c'est pour ça que ses parents l'ont appelé Quentin. Donc la boucle est bouclée. C'est ça qui m'a toujours fait un peu rire et croire un peu croire au destin quelque part. C'est de me dire, mais en fait Tarantino, c'est le cinéaste qui fait tout le temps des références dans ses films, et on le connaît pour ses références. Mais en fait, Quentin Tarantino est une référence à partir du moment où il est né. Son prénom est une référence à un western en plus. Donc, mais vous savez, on dit souvent, vous connaissez un peu le système, on dit souvent qu'un film dit quelque chose d'une société, ou de la société, ou du monde. Est-ce que les films de Tarantino disent quelque chose du monde, ou alors ils disent quelque chose, non pas du monde, le réel, mais plutôt le monde de la cinéphilie? Je pense qu'il parle beaucoup de cinéphilie. Le cinéma de Tarantino, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est regarder un film de Tarantino, c'est regarder 50 films, 100 films en 2 heures, 2 heures et demie, en 2h45 pour les derniers. Je pense qu'il est... Tarantino, il est très axé sur le cinéma et sur la cinéphilie, moins, même si de toute façon tout film est fatalement politique. Il est moins axé sur des débats contemporains et des débats sociétaux réels. Surtout aussi il les fuit ces débats. Même dans Django, même dans, parce que je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais ah non, il n'y a pas de souci. Parce que dans Django, quand le film est sorti, les interviews qu'il donnait, bon, c'était souvent des moments où il affirmait qu'il n'était pas ce genre de cinéphile à mettre de côté l'idéologie de certains grands cinéastes hollywoodiens. Non. Et je me souviens d'une interview pour Les Inrecuptibles, je crois, où il est, je sais plus si c'était pour Les Inrecuptibles, où vraiment il était extrêmement dur et logique aussi avec le cinéma avec certains films de John Ford par exemple, où il disait très simplement c'est raciste et il faut arrêter de faire non, c'est raciste. Mais ce que je veux dire, c'est que il y avait aussi des résonances avec la société, avec la société quoi, avec l'actualité, avec tout ça. Donc là, il y a une radicalité parfois chez Tarantino, Inglourious Basterds, La Fin, Django Unchained. Cette radicalité, elle traduit pas aussi un geste politique vis-à-vis de la société dans laquelle il est? Bah, alors, Django, c'est peut-être son plus politique quelque part, parce qu'en plus, il était déjà investi. De toute façon, il a toujours été investi au niveau de la communauté afro-américaine. Ça a été d'autant plus au moment des 8 salopards, donc The Eightful Eight, où il participait au mouvement Black Lives Matter, et où de nombreux policiers ont appelé au boycott de son film sous prétexte que Tarantino disait ouvertement que les violences policières contre les Afro-Américains, c'était quand même quelque chose qui perdurait depuis très longtemps et que ça ne devait pas du tout être accepté comme une norme. Donc il y a un côté politique là-dessus. Inglourious Basterds, il y a un côté politique, mais en même temps, en 2009,
dire que les nazis sont des méchants, c'est pas tellement se mouiller quelque part. Il y a pas, il y a un côté beaucoup plus série B, je pense, dans Inglourious Oui, mais Basterds qui va. je suis d'accord avec vous, c'est pas par rapport Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Et oui, oui, encore non, mais c'est. et encore que, malheureusement, il Et y a encore encore que et tout encore le que, monde n'a pas mais compris. exactement. Mais c'est cette déconstruction du réel, en fait, parce que c'est la première fois où, bon, il avait fait ça un peu avec Django, mais là, on est vraiment, en plus, ça se passe dans une salle de cinéma, enfin, il y a quelque chose de très, Oui. très symbolique, et c'est cette déconstruction du réel qui est une radicalité, voilà, et qui peut être aussi un geste politique. Et je me suis toujours posé cette question. Moi, elle me gêne, hein, mais je me suis toujours posé cette question par rapport à ça. Il y a eu, oui, ça a été beaucoup commenté. Enfin, le rôle de Sharon Tate a été énormément commenté dans le sens où il a été reproché d'en faire vraiment trop une espèce d'icône sur papier glacé qui finalement a très peu de lignes de dialogue dans le film. Il faut savoir quand même que Margot Robbie a travaillé avec Deborah Tate, qui est la sœur de Sharon Tate et qui l'a justement aiguillée pour lui dire j'aimerais que tu incarnes ma sœur et pas seulement ce qu'elle représentait, pas seulement l'image d'elle. Donc il y a eu un travail qui a été fait là-dessus. Il y a aussi une grosse symbolique sur le personnage de Sharon Tate dans le. Mais ça encore une fois, hein, ça rejoint le côté Once Upon a Time in Hollywood. C'est un film qui demande, si on veut vraiment tout capter, qui demande une certaine connaissance. Je pense que moi, je l'ai vu. Je l'ai vu le jour de sa sortie et j'étais passé entre les spoils de la presse, donc je ne savais pas du tout comment finissait le film. Et Mhm. en connaissant jusqu'à la date des événements, quand je la vois s'afficher à l'écran et que je vois le décompte heure par heure pour dire ce que font les protagonistes à tel ou tel moment, j'ai été angoissé tout le long. Je me suis dit, c'est la nuit où le massacre a eu lieu, ça va être abominable. Et en fait, au moment où je vois que les membres de la famille Manson se trompent de maison, je me suis dit, ah oui, c'est le mec qui a fait Inglourious Bastard. Et du coup, j'ai eu le réflexe de me dire, qu'est-ce qu'il va nous pondre? Et ça a été évidemment de surprise en surprise, j'étais pas prêt au coup du lance-flamme. Mais après, au niveau politique, Tarantino, il se tient souvent assez loin des débats, notamment sur tout ce qui est question du traitement des femmes et du féminisme. Il, il passe entre les gouttes, il veut pas s'en mêler. Même, il y a une interview qui est assez connue, qui est disponible sur YouTube, où il y a une critique américaine en live qui lui parle de la violence de ses films, et où c'est un clash télévisuel, comme il y en a beaucoup aux États-Unis d'ailleurs, où Tarantino lui dit, mais enfin, il emploie, enfin, je crois qu'il lui dit clairement fuck you, et Ah où bon? il dit, Ah tiens, c'est bizarre ça. c'est étrange venant du mec qui a C'est fait un doigt d'honneur c'est à la c'est salle étrange, du ouais. Festival de Cannes. En Mais où il 94. dit, voilà, il choisit un peu ses débats, il n'est pas toujours très clair dessus. Et là, pour le coup, je pense qu'il a peur du réel sur ce thème. Alors là, vous me donnez vous me donnez une petite, pas le bâton pour le battre, mais quand même, vous parlez à un moment de ça dans le livre. À part deux fois, dans Inglourious Basterds, pardon, excusez-moi, dans Pulp Fiction et dans The Hateful Eight, vous savez de Je quoi je vois vais de quoi parler. on parle. Exactement. Mais moi, je l'avais pas vu ça comme ça. C'est ça qui est pire, c'est que je l'avais pas vu ça comme ça. C'est vous, Mais, c'est grâce à vous. En fait, à un moment, il filme quelque chose, enfin, il filme une scène homosexuelle à travers le viol. Ça vous voilà. pose problème. Ça vous pose problème. Et là, on est un peu dans tout ça, quoi, dans le réel par rapport au réel. Comment. C'est vrai que quand on se pose la question, c'est ce qu'on avait reproché aussi un peu à Tarantino sur Django Unchained, Django, la manière qu'il avait aussi de questionner le racisme, qui était Oui. plus de l'ordre, voilà. Il y avait un truc qui fonctionnait pas. Et c'est pour ça que je vous demandais, comme il avait des gestes radicaux dans sa mise en scène qui peut-être
dessiner un acte politique, mais à côté de cela, quand il essaye de question, enfin quand il essaye de, non pas de parler, mais parfois il peut être extrêmement maladroit. Là, le côté, ces deux séquences homosexuelles, c'est quand même assez maladroit de sa part. C'est les seules représentations de l'homosexualité dans le cinéma de Tarantino sont faites à travers des scènes de viol, celle de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction et celle du fils Smithers par Marquis Warren Oui. dans Les Vies Salopards. Alors, Et il y en a après, un dans Pulp Fiction, c'est un Afro-Américain qui se fait sodomiser. Et dans The Hateful Eight, pour le coup, c'est un blanc qui fait une fellation à un Afro-Américain. Enfin, c'est très troublant. C'est très troublant quand même. En fait, c'est deux occurrences dans une filmographie de 9 films. On va dire que Kill Bill volume 1 et 2 ne font qu'un seul et même film, hein, tel que Tarantino le dit lui-même. Mais c'est deux occurrences qui m'ont interrogé quand quand je me suis refait vraiment l'intégralité des films scène par scène. Et parce qu'il y a l'homosexualité, il en parle. Il en parle, mais il le fait à travers des personnages qui sont ouvertement homophobes dans Reservoir Dogs ou même dans Pulp Fiction, il me semble. Ouais, t'es une fiotte, t'es une tapette. Voilà, ça passe souvent par ça. Après, encore une fois, c'est pas du prescriptif, le cinéma de Tarantino. C'est pas regardez-les, c'est bien ce qu'ils font, faut faire pareil. Non, il montre des paumés, des gangsters. Des personnages abominables et il assume leur ignominie jusqu'au bout. Mais en fait, c'est surtout ça dans le livre, c'est que je ne prétends pas apporter aucune réponse vis-à-vis de ces deux scènes-là parce qu'en fait, ça me pose plus de questions et c'est surtout, j'ai eu l'impression que personne ne lui a jamais posé la question de lui dire pourquoi fatalement vous représentez l'homosexualité par ce type de scène extrêmement violente. C'est un grand point d'interrogation pour moi vis-à-vis de la filmo de Tarantino. Après, je pense qu'il faut aussi raccrocher ça à toute l'imagerie viriliste, dans le sens où Marcellus Wallace, c'est un caïd de la pègre. Donc je caricature, c'est un bonhomme. Et le fils Smithers, c'est un soldat confédéré, donc c'est un bonhomme aussi. Donc il y a le côté très macho, très viriliste. Et le fait d'être violé détruit déjà une personne, mais détruit aussi cette image de virilité. Mais en même temps, c'est des scènes qui semblent très gratuites dans ces films. Tout simplement, dans Pulp Fiction, Marcellus Wallace aurait pu se faire couper un petit doigt par des yakuza ou je sais pas, se faire casser les doigts de pied comme dans Payback avec Mel Gibson et qu'il se passe autre chose dans Les Vies Salopards. Mais en fait, le fait que ce soit ce type précis de scène, je prétends pas apporter aucune réponse, encore une fois, c'est gros point d'interrogation. C'est vraiment, la thématique des violences sexuelles, du viol, Tarantino, il l'aborde dans Kill Bill. Il l'aborde énormément, mais sous forme de métaphore dans Boulevard de la Mort, donc Death Proof, qui est un film qui parle. Enfin, ça c'est ma vision des choses, hein, mais c'est un film qui parle de ça symboliquement. Mais oui, c'est ce que représente Kurt Russell, le côté. Ah oui, clairement. C'est hyper sexualisé, ça conduit à la mort, c'est non consenti, donc c'est métaphoriquement, symboliquement, c'est un film extrêmement violent, Boulevard de la Mort, et la façon dont il a conçu. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans le programme Grindhouse avec Rodriguez, c'est que Rodriguez, il fait du pur cinéma de série B, voire série Z au niveau du scénario, mais il filme tout en numérique. Du coup, Planète Terreur, c'est pas vraiment un film Grindhouse comme à l'époque. Et Tarantino, lui, filme en pellicule, zéro effets spéciaux numériques. Par contre, son scénario, c'est pas un scénario de série B, c'est très
très intellectuel, Boulevard de la Mort. Du coup, ils ont relancé les films de série B façon Grindhouse en 2007 avec leurs 2 films, alors qu'aucun de leurs 2 films n'est 100% Grindhouse finalement. Donc ça, bon, là, j'ai un peu digressé du coup. Non, du tout, parce qu'en fait, ça me donne la possibilité de parler du Boulevard de la Mort, qui est un film extraordinaire, et surtout le fait que dans ce film, qui est aussi, enfin, c'est les personnages féminins en fait. Et d'ailleurs, vous en parlez dans un gros chapitre dans ce livre. Et puis aussi, il y a le fait que vous parlez aussi de la Baban de Tarantino. Et donc la question que je pose, c'est est-ce que il y a certains films de Tarantino qu'il fait avec sa mère, entre parenthèses, avec sa mère, parce que quand on regarde, j'allais vous tutoyer, pardonnez-moi, quand on regarde Jackie Brown, qui est un film extraordinaire, qui est personnellement mon préféré, ou alors Boulevard de la Mort, et puis aussi Kill Bill, j'ai l'impression que même si c'est quelqu'un qui n'ose pas trop parler de sa vie privée ou de pas trop utiliser sa vie privée pour faire des films, mais quand même il y a comme ça le rôle de la femme est assez forte. Et est-ce qu'il y aurait une connexion aussi avec la place de sa maman dans sa vie? Et est-ce que ce serait des films aussi un peu avec la figure maternelle? Oui, bah ça oui, ça très clairement la figure maternelle elle est extrêmement importante. La figure féminine et la figure maternelle est extrêmement importante dans la filmo de Tarantino. Tarantino qui a par ailleurs réalisé un épisode d'urgence qui s'appelle Maternité, donc on est complètement dans le thème. Sa mère, donc c'est Connie qui a dû l'élever seule. Il a grandi avec un modèle de femme battante, donc dans les années 60-70, ce qui était mère célibataire dans ces années-là, c'était, même s'il y avait tout ce qui était émancipation, c'est quand même quelque chose de très fort pour lui qui a marqué son imaginaire. On ose l'imaginer. Il y a aussi l'absence du père qui est très importante et les pères de substitution. Mr. White, donc Harvey Keitel dans Reservoir Dogs, c'est un père de substitution pour Mr. Orange, Tim Roth. Dans ce film, le père de substitution, on le voit dans Kill Bill aussi, avec Hattori Hanzo, avec Pai Mei, pour Béatrix Kiddo, où on le voit aussi pour Esteban, qui est joué par le regretté Michael Parks, aussi dans ce film-là, qui est le père de substitution de Bill. Donc il y a beaucoup de sa vie familiale complexe, dès son plus jeune âge, qui transparaît vraiment en filigrane dans sa filmo, et évidemment les personnages de femmes fortes, de femmes battantes. Je pense que le meilleur exemple, c'est le personnage de Matterman dans Kill Bill, qui, à l'heure actuelle, je pense que dans l'imaginaire collectif, elle est tranquillement aux côtés de Catwoman ou Black Widow de Marvel en tant que super-héroïne, en fait. Parce que c'est un personnage qui se rapproche beaucoup des super-héros et des super-héroïnes. Donc il y a une partie de lui fatalement qui se retrouve dans ses films, une partie privée, pas uniquement sa cinéphilie. Et puis après c'est la définition en termes légaux de ce que c'est qu'une œuvre d'art, ce que c'est que l'art. C'est quand la personne qui le produit investit une part de sa personnalité dedans et on la retrouve. Ce qui est aussi l'occasion de bien relancer le débat, faut-il séparer l'œuvre de l'artiste dans la foulée, mais ça pourrait prendre à peu près 8 heures, je pense. Mais oui, évidemment, bon, chez Tarantino, c'est un cinéma éminemment personnel. Dernière question avant de vous laisser, de vous libérer. Juste que je rappelle que voilà, ça s'appelle L'œuvre de Quentin Tarantino du cinéphile au cinéaste. C'est édité chez Third Edition. On n'a pas tout dit du livre, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous cliquez sur le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo et vous allez tomber sur ce livre. Vous le procurez, c'est important. Une dernière question. On en a un peu parlé au début de la critique de cinéma. Est-ce que Tarantino il fait des films comme des critiques comme s'il était un critique de cinéma finalement? Ah, il y a de ça parce qu'il y a vraiment un côté analytique, peut-être pas tant critique de cinéma, même s'il se prive pas de faire dire à certains de ses personnages certaines choses qu'ils pensent ou qu'ils pensent pas.
tout simplement True Romance, donc, dont il a écrit le scénario et qui a été réalisé par Tony Scott. Le personnage qui est joué par Christian Slater, c'est Tarantino lui-même. Et il a tout un discours justement sur le cinéma hollywoodien qui est assez cohérent avec la pensée de Tarantino vraiment vers la fin du film. Après, moi, je le vois plus dans l'analyse cinématographique. Et il y a une scène que j'aime énormément dans Django Unchained. C'est la scène de feu de camp entre King Schultz, donc, qui est joué par Christoph Waltz, et Django Freeman, qui est joué par Jamie Foxx, où Django explique à son nouveau compagnon qu'en gros, il veut aller libérer son amoureuse, qui s'appelle Broomhilda, et qui est retenue donc on l'apprendra plus tard, dans la plantation de Calvin Candy, donc DiCaprio. Et Christoph Waltz, qui joue un personnage allemand, comme 99% des films avec Christoph Waltz d'ailleurs, il explique il lui dit, mais c'est marrant parce que elle s'appelle Brumhilda, et dans mon pays, il y a une légende avec une princesse qui s'appelle comme ça, et il y a Siegfried qui va la libérer du dragon. Et en fait, c'est la légende d'Inny Bellungen. Et en gros, ce que dit King Schultz, c'est les westerns, c'est ni plus ni moins que des légendes médiévales, mais adaptées au sol américain. Parce que tout simplement, Django Unchained, c'est une légende médiévale, mais avec des Stetson, des Rangers et des Colts. Si vous regardez, Brumhilda est la princesse à libérer, Django, c'est Siegfried, le preux chevalier qui va la libérer, et Calvin Candy, c'est le dragon, d'autant plus que Calvin Candy est toujours habillé en rouge, il est tout le temps en train de fumer quelque chose, du coup il a de la fumée qui sort tout autour de son visage comme un dragon qui s'apprête à cracher du feu, et surtout à la fin du film, le méchant est tué, donc Calvin Candy est mort, Brumhilda est libérée, Django part avec elle, et Django porte les vêtements de Calvin Candy, comme si c'était un chevalier qui avait tué le dragon et qui portait sa cuirasse en repartant avec la princesse. Et en fait, juste dans une scène, Tarantino, il dit, bon bah voilà, le western c'est ça, c'est des légendes médiévales, sauf que les chevaliers c'est des cow-boys, et voilà, on change tout. Donc il y a vraiment un côté très, des choses qu'on retrouve évidemment dans Inglourious Bastard, avec tout ce qui va être de parler du cinéma de l'époque, de Pabst, de Murnau. Le personnage de Michael Fassbender est un ancien critique de cinéma reconverti en soldat pour l'armée anglaise. Évidemment, Once Upon a Time in Hollywood et Boulevard de la Mort, ce sont des films qui se situent dans le milieu du cinéma. Boulevard de la Mort, c'est quand même des cascadeuses qui prennent en chasse Stuntman Mike. La fameuse discussion de Pulp Fiction sur les pilotes de séries télé. Il y a... Génial. Voilà, génial. Il y a toujours quelque chose dans Tarantino qui parle du médium qui va utiliser, donc en l'occurrence le cinéma. Après, il se permet d'être critique. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, même si on essaie d'être le plus neutre possible, il y a toujours une petite phrase qui sort pour dire du bien ou du mal. Je pense que ça se voit. Je pense que ça se voit même dans le livre. Des fois, ça peut sortir sans qu'on fasse attention. Et je pense que Tarantino, il est plus dans une dimension analytique, voire même historien du cinéma. Il a d'ailleurs la volonté d'écrire des bouquins de cinéma une fois qu'il aurait fait son 10e film avant de faire une série télé et 10 autres films derrière, on ne sait pas. Grand débat. Mais il a une volonté. C'est quelqu'un de très érudit qui a fait ses classes à Video Archives à Los Angeles quand il bossait donc dans ce magasin de location de VHS. Et il a une soif de partager sa culture. J'ai des amis qui l'avaient vu au Festival Lumière à Lyon. Il était censé venir pour 45 minutes, il est resté 2h30 parce qu'il a commencé de parler de cinéma et c'est impossible de l'arrêter quand il commence de parler de cinéma. Eh bien, voilà. Oui, pour avoir fait quelques festivals de Cannes en tant que critique de cinéma, je pense que c'est le seul cinéaste que j'ai vu rentrer dans une salle de projection de presse pour aller voir des films. Ah oui. Bah parce qu'il y a une gourmandise. C'est ça. C'est très très impressionnant. Et c'était projection de presse c'est la première, celle de 8h du matin. Et il arrive pour voir le film. Il va voir les films.
C'est assez impressionnant. Il est critique de cinéma. C'est un critique de cinéma, voilà, et aussi. Voilà. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Alors, effectivement, beaucoup de choses encore à dire ou à redire, et je vous invite à vous procurer ce livre. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, et je vous dis à très très vite quand vous serez là pour le coup à l'âge adulte. Je vous attends. Je vous attends de pied ferme. Enfin. Merci beaucoup en tout cas. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my right